Et pour la petite histoire, madame, je ne suis candidat à rien du tout. Parce que tout le monde qui crée un parti, c'est pour devenir président de la République, c'est pour devenir sénateur, c'est pour avoir des... Non, je ne suis candidat à rien du tout. Chez nous, c'est interdit. Le guide, c'est pas président de la République, il ne sera jamais candidat à la présidence de la République, ni sénateur, ni ceci. Il est celui justement qui donne du là. Et c'est pour cela que je mets mon expérience administrative, ma connaissance du monde politique au service des jeunes pour qu'ils puissent avancer. Je leur montre ce chemin-là. C'est à eux de poser des candidatures et je pousse et je soutiens stratégiquement. Peut-être aussi avec mon carnet d'adresse auprès des aînés pour leur permettre d'émerger. Donc quand vous parlez donc justement de ce sujet-là, vous allez comprendre donc pourquoi les aînés ne veulent pas partie des têtes du parti, parce qu'en fait, ce sont des partis politiques ou des positions de leaders qui leur permettent justement, on a dit l'autre, il a des maisons à Londres, aux États-Unis, ainsi de suite. Vous voyez, il ne peut pas s'en séparer. Parce que quand vous regardez aussi parfois le parcours de certains leaders de partis politiques, vous pouvez aussi comprendre pourquoi ils sont ainsi. Parce que peut-être s'ils ne sont plus leaders, ils ne sont plus autre chose dans la vie. Parce qu'en fait, à partir du parti politique, ils peuvent négocier des prébendes auprès du parti au pouvoir, en termes d'argent, en termes de positionnement, en termes ainsi de suite. Donc, vous comprenez pourquoi ils ne veulent jamais partir. Mais ce n'est pas le cas pour moi, madame. Nous allons nous intéresser à une autre formation politique qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines seulement. Le parti de Maurice Kamto, une correspondance acheminée par ses soins à la présidence de la République, a provoqué un tollé. Valère Bertrand Bissala, comment avez-vous réagi à l'incident que cela a suscité? Je crois que j'ai commis un papier dessus, je crois en semaine ou en fin de semaine dernière, pour dire que pour moi ce n'est pas un fait sur lequel on doit s'attarder. L'aîné président du MRC est libre de ses choix et de ses collaborations. Et puis on devrait comprendre qu'un président de parti politique qui va à la présidence de la République, il ne se compromet pas. C'est comme aller dans un ministère. La présidence de la République, c'est un ministère. Comment expliquer ce lynchage? Non, moi je reste d'abord sur ce que l'on voit et c'est ce que l'on pense. C'est-à-dire que vous pouvez voir un président de parti au ministère de l'administration territoriale, au ministère de l'eau, et ça ne va pas créer un problème. Mais pourquoi ça semble créer un problème? Ça semble peut-être créer un problème, peut-être parce que ce parti-là aussi a voulu séquencer les positions politiques. C'est-à-dire que c'est ce parti qui nous a amené à comprendre que si vous n'êtes pas à gauche, vous êtes à droite. Si vous n'êtes pas sardinat, c'est-à-dire si vous ne collaborez pas avec le parti au pouvoir, si vous n'avez pas les prébendes, alors vous êtes un tontinat, c'est-à-dire vous rejetez tout ce qui concerne le parti au pouvoir avec les prébendes. Non, ils ont justement séquencé la vie politique de cette façon. Ça fait donc qu'aujourd'hui, ils sont rattrapés eux-mêmes par cette logique. C'est-à-dire que de penser que quelqu'un qui est dans le parti MRC ne devrait pas se retrouver dans un ministère ou ne devrait pas se retrouver en train de serrer la main à Paul Biya ou de serrer un ministre. Voilà maintenant que, par exemple, leur président, quand il se retrouve à la guérite de la présidence, alors il est parti de Tontina à Sardina, on se pose la question. Vous voyez qu'ils sont pris dans leur propre piège. Ils sont pris dans le piège de leur propre contradiction. C'est pour cela que pour moi, je me mets au-dessus de ça. Je leur ai dit carrément dans mon pamphlet, ça ne sert à rien de séquencer le pays en Sardina, Tontina, c'est jouer le jeu du parti au pouvoir d'un. De deux, c'est que le président Maurice Kamto, c'est d'abord un expert en beaucoup de choses. Vous comprenez? C'est un technocrate de beaucoup de choses, c'est un savant dans son domaine. Il peut collaborer avec n'importe qui en fonction de ses expertises. De deux. De trois, c'est que la présidence de la République, c'est un ministère, comme tous les autres. Je peux avoir à faire signer un document à la présidence de la République ou dans un ministère que je m'en vais déposer un courrier. Ça peut arriver. Je ne veux pas savoir pourquoi il y est allé. Mais le problème qui s'est posé en semaine, c'est celui de penser qu'en fait, être opposant, c'est simplement se mettre dans une logique d'affrontement brutal du pouvoir. Mais non! Quand chaque fois que l'opposition va rester dans cette logique-là de dire que l'opposition de chassement, de dire que quand ce n'est pas rouge, c'est blanc. Alors nous ferons toujours le jeu des roublards. Nous ferons toujours le jeu des bandits qui entrent en politique et qui surfent là, dans cette opposition tranchée entre le parti au pouvoir et les autres. Parce qu'en fait, l'opposition grise, elle doit disparaître. C'est pour cela que vous avez donc le parti au pouvoir qui joue donc ce jeu-là. C'est-à-dire que tant que vous restez radicaux, et ils prennent au milieu là des gens qui leur disent oui, mais on peut collaborer. Vous avez donc des ministres aujourd'hui qui n'en valent pas la peine et pourtant qui sont dits des opposants et qui diluent donc le jeu de l'opposition. Pour moi, je pense que les partis d'opposition et les leaders d'opposition doivent comprendre que quand on est opposant, on doit travailler, on peut et on doit travailler avec ceux qui sont là parce que c'est le bien du peuple. Je ne vois pas comment le président Maurice Kamto, qui peut avoir de belles idées, qui peut avoir de belles contributions à apporter au développement de notre pays, ne peut pas être intéressé à la vie du pays. Ça n'enlève en rien qu'il soit opposant parce qu'en fait, la meilleure opposition,
c'est aussi celle qui propose. La meilleure opposition, c'est aussi celle qui contribue à la marche de la cité. Vous pensez vraiment qu'il y a des gens qui naissent opposants? On ne naît pas opposant, madame. On ne naît pas aussi du parti au pouvoir. Mais on peut devenir opposant. Comme aussi on peut devenir membre du parti au pouvoir. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que les positions doivent changer. On doit accepter des compromis, accepter de faire des compromis quand on est un leader, mais on doit éviter de faire des compromissions, c'est-à-dire de vendre complètement les appareils politiques. Alors, dans ces rapports entre la présidence de la République et Maurice Kamto, Valère Bessala, dites-nous, est-ce qu'il est possible à l'heure actuelle de faire un distinguo entre le savant, pour utiliser votre terme, dans le domaine qui est le sien, avocat international, et l'homme politique qu'il est au Cameroun depuis bientôt 10 ans? Mais pourquoi on ne veut pas faire de différence? C'est comme chaque fois que je dis, on peut faire la différence entre Paul Biya et le président de la République. On ne peut pas aimer l'individu, mais on doit respecter l'institution qu'il représente. Mais le tollé que cela a créé... C'est la même chose avec le président Maurice Kamto. Le tollé que cela a créé ne vient-il pas démontrer qu'on a encore beaucoup de classe à faire en matière politique? C'est un tollé d'ignorance, madame. C'est un tollé d'ignorance et de mauvaise foi. Mauvaise foi pour ceux qui savent en fait que c'est possible et d'ignorance pour ceux qui ne savent même pas que c'est possible. C'est un mauvais tollé. Et ce tollé est justement entretenu par les leaders d'opposition eux-mêmes. J'ai dit par le professeur Maurice Kamto lui-même d'abord. Parce qu'il a accepté que dans son parti, on érige les gens en sardinat et tontinat. Et que ces enfants traitent les autres de sardinat quand ils collaborent ou qu'ils travaillent avec le parti au pouvoir ou je ne sais pas, avec des gens qui ont des prébendes de l'État. Et contre de tontinat, ceux qui refusent. Non, parce que lui, il a accepté ça. Donc ça le rattrape. Aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, madame, c'est qu'il y a une différence entre Maurice Kamto, leader politique, et Maurice Kamto, avocat international. Entre Maurice Kamto, leader du MRC, président du MRC, et Maurice Kamto, professeur d'université. Attendez, c'est une éducation qu'on devrait encore faire il a peut-être décidé, militants. Je vous prends un cas simple, il a peut-être décidé de ne plus enseigner localement. Mais quand si vous le voyez dans un amphi, en train d'enseigner, vous verrez qui? Le leader du MRC, non. C'est le professeur agrégé de droit. Maurice Kamto, que vous voyez dans un amphi en train d'enseigner, les étudiants, vous comprenez? Dès qu'il sort de là, de l'université, dans la rue, vous pouvez voir qui vous voulez. Le professeur ou le leader d'un parti politique, vous comprenez? En sciences politiques, on dit, nous sommes tous des acteurs. Nous jouons des rôles. Quand vous êtes en famille, madame, vous jouez le rôle de mère de famille. Vous voilà dans le studio, vous jouez le rôle justement de présentatrice d'une émission aussi reconnue que la rétro. Vous comprenez? C'est la même chose. Il faut que les leaders nous apprenions à éduquer nos militants, qu'à leur faire comprendre qu'en fait, nous ne jouons que des rôles. On ne peut pas être président d'un parti politique jour et nuit, c'est vrai, dans la tête. Mais dans certains actes, il faut distinguer le président d'un parti et l'expert en quelque chose. Il faut aussi distinguer Paul Biya du président de la République, institution. C'est pour ça que j'aime toujours à dire aux jeunes assez qui me cafouillent pour dire qu'en fait, nous, à Jouvence, nous soutenons les institutions. Parce que nous pensons que les institutions doivent toujours rester debout pour que les jeunes héritent d'un Cameroun debout. Les aînés veulent troubler justement l'eau afin qu'il y ait la guerre au Cameroun parce qu'avec leurs gros moyens, ils peuvent se garantir d'élire un nouveau président qui sera leur. Mais nous, je veux amener les jeunes à distinguer l'individu Paul Biya qui a échoué en tant que manager et l'institution président de la République qui doit toujours rester debout. La malchance veut que Paul Biya et l'institution soient la même personne. Mais nous allons réussir à distinguer et c'est ce que nous sommes en train de faire. L'instant est consacré à la parole au public. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué sur le plan politique en 2022? La décision du professeur Maurice Kamto pour sa participation aux prochaines élections de 2025, à savoir les présidentielles, les législatives et les municipaux. Donc, ce que j'apprécie particulièrement. L'année 2022 a été une année, déjà, disons, sur le plan politique, elle n'a pas été évidente. Et je salue le chef d'État parce que beaucoup ont de temps en temps cru que notre président de la République était très en mauvais état, qui s'étaient même sans aller même jusqu'à dire qu'il était mort. Et durant toute cette année, il a démontré au peuple camerounais qu'il est bien vraiment avec les Camerounais, qu'il est bien là et qu'il est toujours là pour répondre à nos attentes. Je parlerai beaucoup plus des problèmes du MRC et les prisonniers politiques qui sont toujours détenus et qui devraient, selon moi, être libérés parce que la manifestation, je pense, à mon sens, elle était pacifique. Mais sinon, peut-être n'avait pas été autorisée, mais
je pense que les prisonniers devraient être libérés. La précision que je voudrais faire, c'est que vous êtes le REC de cette émission. Les sujets abordés sont ceux que vous avez choisis. C'est une spécificité, une particularité de ce programme. À vous, Valère Bessala, j'aimerais vous poser également cette question. Qu'est-ce qui a retenu le plus votre attention en politique en 2022 ? Bon, quand vous dites le plus, c'est beaucoup de choses, mais s'il faut me résumer, c'est deux choses pratiquement. C'est l'état de la jeunesse et les médias. Mais les médias, je commence par les médias parce que j'ai observé la scène politique pendant toute l'année, surtout avec mes déboires sur le plan médiatique avec certains aînés sur le plateau de la télévision. Et je me suis rendu compte que la presse a un rôle important à jouer dans l'assainissement de la vie politique. La presse a un rôle important à jouer dans l'éducation politique des masses. La presse, les médias ont un rôle important à jouer dans la décision finale de 2025 ou des prochaines élections présidentielles. Et si la presse ne comprend pas ce rôle-là, du moins si les leaders de la presse et des médias ne comprennent pas cela, nous irons à volo. Parce qu'on a comme l'impression qu'il y a des leaders des médias, il y a des patrons de médias qui ont choisi complètement la gauche, et d'autres qui ont choisi complètement la droite, et d'autres qui ont choisi la neutralité. Ceux qui ont choisi la neutralité, c'est bien, parce que je dois déjà me féliciter déjà, et je profite aussi de ce plateau pour transmettre d'ailleurs mes voeux de bonne année à votre président, directeur général, Monsieur Tchatoué. Emmanuel, et surtout aussi lui dire merci pour cette position qu'il a gardée toujours, cette position neutre de Canal 2, la position de neutralité. C'est important. Il n'y a que chez vous ici, et j'ai aussi vu dans le quotidien bleu, où on s'est rendu compte quand même que vous êtes des médias qui continuez quand même à garder le peuple en éveil de manière objective. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à gauche, vous n'êtes pas à droite, vous transmettez l'information, vous la soumettez à la population, quitte à elle de se faire une opinion. Donc je voudrais remercier votre président directeur général pour ça. D'ailleurs, j'ai eu des débats, vous le savez très bien, avec certains directeurs de publication qui voulaient absolument m'amener à gauche, alors que la logique et la justice et la vertu étaient au bon milieu. J'ai gardé mes positions. Et à Canal 2, je me suis retrouvé ici. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis parmi vous, mais je me suis retrouvé là et je me sens bien. Parce que cette ligne, votre ligne éditoriale, elle me plaît bien. Elle est celle que le peuple attend. C'est-à-dire celle des... Vous serez le bienvenu chez nous. Merci beaucoup. Celle des professionnels qui disent l'information telle qu'elle est et qui permettent à la population de se faire une bonne idée. Ça, c'est la première chose, les médias. C'est un danger. La deuxième chose, toujours dans les médias, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que le peuple camerounais, ou du moins la jeunesse camerounaise, nous sommes encore des villageois des réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai comme l'impression qu'on découvre encore les réseaux sociaux, on y est entré avec tout notre art, avec toute notre passion. On fait découvrir tellement de choses qui ne nous apportent pas grand-chose dans nos vies. Et ça déroute la jeunesse complètement. Ça aussi, les réseaux sociaux, je crois qu'il faudra qu'on ait une éducation particulière. Qui gagne du terrain. Oui, il faut absolument qu'on ait une influence particulière sur les réseaux sociaux, notamment l'État. Mais je sais que l'État ne peut pas se livrer à ce jeu parce que ce jeu l'arrange. Tant que la jeunesse est distraite par les réseaux sociaux, ceux qui nous dirigent peuvent continuer à piller les caisses. Mais je crois qu'il est important pour les médias classiques de travailler davantage dans ce sens-là. Et pour les leaders d'opinion aussi, de revenir dans ce sens-là pour essayer davantage de ramener la jeunesse à de meilleurs sentiments. Le président de la République, dans son adresse à la nation, que ce soit en 2021 ou en 2022, il invitait les jeunes à se détourner des discours de haine qui ont pris du galon sur les réseaux sociaux et qui, selon son propos, étaient un outil de distraction des sujets importants. Bon, juste pour préciser... Mais ce n'est qu'un discours. Juste pour préciser que ce n'est pas une volonté du gouvernement de laisser prospérer un discours de haine sur les réseaux sociaux. Bon, si vous voyez la volonté dans un discours, un simple discours, quitte à vous, mais moi je vais dans le deuxième élément qui m'a marqué, c'est-à-dire c'est l'état de la jeunesse. La jeunesse est en dépravation. La jeunesse est en dépravation mentale et psychologique même. Elle est même découragée. Et quand vous parcourez l'année 2022, on est en rétro, vous vous rendez compte effectivement qu'il y a beaucoup de travail à faire. Les aînés ont décapité l'avenir de ce pays, c'est-à-dire sur le plan de l'éducation. L'éducation, ça ne tient plus la route. Les jeunes aujourd'hui, de par leurs parents qui sont déjà éreintés par le cours de la vie, de par leurs parents qui sont éreintés
par les dégâts de nos gouvernants, ils ont abandonné leurs propres enfants. Aujourd'hui, cette jeunesse est laissée à elle-même. Et c'est pour cela qu'elle se retrouve dans toute cette dépravation qu'on a eu à vivre pendant toute l'année 2022 et beaucoup plus avant. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, l'état de la jeunesse est assez critique. Et je crois que, au risque de peut-être de me tromper, je pense profondément que le prochain président de la République risque de sacrifier une bonne partie de la jeunesse, c'est-à-dire celle qui vient entre 12 ans et 25 ans. Pourquoi êtes-vous si pessimiste? Oui, ce n'est pas du pessimisme, c'est du pragmatisme, madame. Parce que quand on observe cette jeunesse-là, elle est livrée à d'autres choses. Figurez-vous, madame, que votre émission-là, si vous faites un Vox Populi ou vous faites un sondage, vous allez vous rendre compte que la population qui aura regardé la rétro, même sur YouTube, ce sera une population d'un certain âge, pas cette jeunesse-là, parce que quand elle ouvre son téléphone, elle va regarder des choses justement qui n'ont rien à voir avec le train quotidien. Cette jeunesse ne regarde pas votre merveilleux journal à Canal 2, elle ne regarde pas les merveilleux documentaires que vous faites, mais elle regarde plutôt la vie des stars qui ne sont pas des modèles. Elle regarde la vie des gens justement qui ne sont pas des modèles et qui n'inspirent pas le lendemain meilleur. C'est pour cela que je dis l'état de la jeunesse est assez critique, il n'est pas enviable du tout. Valère Bessala, quand je jette un coup d'œil sur la fiche que vous m'avez envoyée en tant que REC particulier de cette émission, vous avez insisté sur les influenceurs. On peut en toucher un mot avant de continuer. Oui, les influenceurs, je crois qu'il y a urgence pour l'État à légiférer sur le travail d'influence sur les réseaux sociaux et le travail d'influence médiatique. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un monde aujourd'hui qui fait gagner de l'argent. Les gens sont en train de découvrir qu'il y a énormément d'argent qu'on peut gagner à travers les réseaux sociaux. C'est bien, c'est un grand marché. Mais le problème est d'encadrer cela pour que notre société puisse avancer. Je vais par exemple vous dire une chose. Vous savez que même le patron de Facebook, Zuckerberg, ses enfants n'ont pas de téléphone et ils ne regardent pas vos affaires là, de Facebook, dont leur père pratiquement est le créateur ou le fondateur. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'en fait c'est un mauvais produit pour les gens qui veulent devenir des quelqu'un ou alors des personnes respectables pour demain. Ce n'est pas de dire qu'il faut couper la jeunesse des réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux ont un côté positif. Ils permettent au moins à l'enfant qui grandit de s'ouvrir au monde et de connaître ce qui se passe ailleurs afin de se prémunir pour demain. Mais le problème, c'est les autres mauvaises influences. Donc il faut absolument, dont l'État a sa responsabilité. Il y a aussi ceux-là qui sont dans les réseaux sociaux et qui se disent influenceurs, qui justement, que les enfants suivent parce qu'ils s'habillent bien, parce qu'ils disent des choses ou parce qu'ils donnent des informations, parfois qui sont erronées, parfois des informations truquées, marchandées, traficotées, et qui justement déroutent cette jeunesse-là. Et même parfois, qui dévoient la bonne information. Qui affichent leur richesse ostentatoire. Ce n'est pas mauvais d'afficher sa richesse. On ait une traçabilité sur les avoirs. Voilà donc le véritable problème. C'est pour ça que je dis l'État doit intervenir, parce que parfois, quand les gens affichent cette richesse-là, et parfois ils montrent qu'ils ont ceci et cela, l'État doit s'intéresser à eux pour se dire, mais attendez, on ne refuse pas que vous affichiez votre richesse, mais il faut aussi la justifier. C'est vrai qu'on a le problème de l'article 66. On va dire à ceux qui gouvernent, vous-même, vous n'avez pas déclaré vos biens. Est-ce que c'est ceux-là qui vont déclarer leurs biens et les sources de leurs avoirs? Donc il faut absolument que l'État intervienne. La logique de l'exemplarité. Si nous voulons l'exemplarité, si nous voulons sauver l'avenir du pays, il faut sauver la jeunesse qui rentre dans les réseaux sociaux, la canaliser, l'orienter. Cela vaut aussi pour les médias classiques, c'est-à-dire des programmes comme les programmes à l'eau de rose qui viennent d'Amérique du Sud et tout ça, où on montre aux jeunes une autre vie et qu'ils vont pratiquer dans les écoles. Regardez ce qui se passe dans les écoles aujourd'hui. C'est ces séries novelas qui les reproduisent à l'école. Dans d'autres pays, on a supprimé. En Chine, vous ne verrez jamais ce genre de séries novelas. Vous ne verrez jamais ça. Donc il faut absolument que les parents reprennent le taureau par les cornes à la maison, que ces chaînes-là soient exclues, par exemple, des bouquets, ou alors qu'on interdise aux jeunes de regarder ce genre de choses-là, et à l'État de légiférer. Et à ceux qui se disent aussi influenceurs sur les réseaux sociaux, d'être un peu plus responsables, parce qu'il y va de l'éducation et de l'avenir de notre pays. Merci beaucoup, Valère Bessala. Je continue sur le conducteur. Vous voudriez également vous appesantir sur les lueurs et les leurs de l'opposition camerounaise. Nous parlons avec autant d'emphase parce que 2025 est lointain, mais certain. Si nous reprenons le propos du président de la République. Les leurs de l'opposition, je préfère commencer par là, les leurs de l'opposition, c'est de penser justement qu'il ne peut pas avoir une candidature unique. Et ceux qui le disent dans l'opposition, c'est justement ceux qui peut-être pensent qu'ils sont déjà suffisamment avancés sur le terrain politique, au point où ils n'ont plus besoin des autres partis politiques. Ils se trompent. Ils se trompent. Parce qu'avancer seul, vous ferez happer, comme d'ailleurs par le passé, par le parti au pouvoir. C'est en s'unissant que l'on devient fort. De deux, ils combattent peut-être la candidature unique de l'opposition parce qu'ils savent peut-être au fond d'eux qu'ils ne sont pas capables d'affronter les autres leaders de l'opposition, qui peut-être n'ont pas leurs moyens, qui peut-être n'ont pas la capacité de pouvoir mobiliser
des réseaux comme eux. Donc ils ne peuvent pas affronter les autres leaders de l'opposition dans un challenge pour pouvoir sortir le meilleur d'entre nous tous. C'est ça le véritable problème. Je comprends qu'ils ont un complexe d'infériorité ou de supériorité. Ça c'est la première chose. Ça c'est l'un des leurres de l'opposition. L'autre leurre de l'opposition, c'est de penser en fait que l'opposition est maudite. C'est-à-dire que le parti au pouvoir est trop fort pour pouvoir ne pas être vaincu, pour ne pas être vaincu par l'opposition. Ça, c'est aussi un leurre. C'est psychologique. Il faut que les leaders de l'opposition, ceux qui y sont depuis les aînés et ceux qui entrent aujourd'hui, sachent que cela est possible si nous nous mettons ensemble et que si nous mettons tous nos égos de côté. Ceux qui pensent qu'on était là depuis les années 90, on n'a pas pu faire. Ce n'est pas vous aujourd'hui qui allez faire. Non, nous pouvons le faire à condition que les aînés pensent qu'ils peuvent encadrer les plus jeunes avec de nouvelles idées et sortir le candidat unique de l'opposition. Question d'un autre téléspectateur, Valère Bessala. Que pensez-vous à l'affirmation selon laquelle le régime de Yaoundé fabrique lui-même ses propres opposants? On en a plus de 300, mais seuls 10 émergent. Non, seuls 10 à peine 10 émergent. Oui, voilà. Mais si vous voulez faire la comparaison entre les 300 qui ont créé leur parti politique et les 10 qui émergent pour dire qu'ils fabriquent, non. Ceux qui émergent justement, dans la plupart de ceux qui émergent dans les 10 là, au moins 80 peuvent être des créations aussi. Qui sait? Mais je crois qu'en fait, l'opposition naît d'elle-même. Vous savez, l'opposition, c'est d'abord la foi que vous avez en vous que les choses vont mal. La conviction que vous avez en vous que les choses vont mal, je dois les faire changer. Tout part de là. L'opposition, c'est d'abord une décision personnelle. Elle devient une décision publique, impactant le public, lorsque vous décidez d'entrer sur la scène publique, sur la scène politique et d'extérioriser votre nom. C'est là où vous devenez un opposant comme l'on sait. Mais tout le monde est opposant, même chez vous à la maison, quand vous n'êtes pas d'accord, vous dites à votre mari, je ne suis pas d'accord. On va peut-être dire que c'est une contradiction familiale, mais sur la scène publique, ça s'appelle opposition. Vous comprenez? Donc ce n'est pas le parti au pouvoir qui fabrique forcément des opposants. L'opposant est d'abord sa propre fabrication. Est-ce qu'il y a un problème d'impréparation? Le problème donc qui survient, c'est celui justement des opposants qui rentrent sur la scène politique, de ceux qui rentrent sur la scène politique pour s'opposer en vue de satisfaire leur lubie personnelle. C'est là où le problème, le bas blesse. Vous comprenez, madame? Et le parti au pouvoir, justement, se saisit justement de ces faiblesses-là de l'opposition à coopter ces roublards, moi j'aime les appeler comme ça, des roublards et des aventuriers de l'opposition, pour pouvoir diluer l'action de l'opposition. Dites-vous bien que quand on prend un ministre de l'opposition grise, un monsieur de l'opposition grise, on le positionne comme ministre, c'est pour choquer les autres opposants radicaux, pour dire voilà que vous êtes radicaux, si vous étiez au moins comme celui-là soft, c'est-à-dire blanc le jour, gris la nuit, alors certainement vous serez aussi des ministres, c'est pour les choquer. Or, il faudrait que les opposants comprennent que nous devons travailler main dans la main dans l'opposition, comme nous devons aussi travailler quand il le faut et quand nécessité l'impose, main dans la main avec ceux qui dirigent pour pouvoir servir le peuple. Parce qu'on peut avoir de belles idées dans l'opposition, mais ces belles idées-là ne peuvent pas être mieux implémentées par ceux qui sont au pouvoir. Parce que parfois un opposant peut avoir une très belle idée et il n'y a parfois que lui qui puisse mieux les appliquer au sein d'un gouvernement qui généralement soit un gouvernement qui appartient à ceux qui dirigent au parti au pouvoir. Cette transition, juste après... Généiser les rouages de notre économie. Ils n'ont pas réussi à endogénéiser les chances commerciales, économiques et productives de notre pays. C'est ça la première chose, madame. Donc pour dire que accuser la guerre russo-ukrainienne dans la vie qui coûte cher aujourd'hui nous montre une seule chose, c'est que ceux qui nous dirigent sont des incompétents. J'en veux pour preuve. Aujourd'hui, nous consommons ce que nous ne produisons pas. Est-ce que nous sommes obligés de consommer le pain fait au blé, qui est produit par l'Ukraine et la Russie, importé aussi parfois de la France? Non. Nous n'arrivons pas, nos dirigeants n'arrivent pas à nous responsabiliser sur le plan agricole, sur des cultures de substitution, par exemple comme le manioc, comme la patate, qui peut faire du bon pain. Et d'ailleurs un pain enrichi et enrichissant. Première chose. La deuxième chose, quand vous parlez de cette guerre russo-ukrainienne, la tomate, on a tué la SCAN, la Société des conserveries alimentaires du Noun. Nous avons des Camerounais merveilleux qui produisent la tomate à l'ouest, dans le Noun, dans la Leki et partout, dans ces deux régions-là, centre, Mbam et ouest. Alors, ils ont tué la SCAN, qui avait été créée pourtant pour nous aider à transformer la tomate locale. Mais les aînés aujourd'hui ont tué cela, pourquoi? Parce qu'ils préfèrent aller acheter des pots de tomates écrasés en Tunisie, en Italie, en Algérie, partout dans le monde, parce que ça leur rapporte à eux beaucoup plus d'argent. Vous comprenez? La faute n'est donc pas la guerre russo-ukrainienne, c'est chez nous. Si vous prenez le cas de la Sodécoton, madame, Géocoton, c'est une entreprise française
qui justement a environ 40% dans le consortium, dans le capital de la Sodecoton. L'État a environ 60%. Vous comprenez, madame? Mais notre coton aujourd'hui est cultivé au Cameroun, exporté en France brut pour nous le ramener de manière, transformée au Cameroun. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui nous amène à le faire? Parce qu'en fait, tous nos paysans dans les grandes régions du Septentrion sont des esclaves de la Sodecoton, qui est pourtant une société détenue majoritairement par l'État. Regardez le Diamaor aujourd'hui, qui justement dont l'huile est extraite de ces produits de coton-là. Le Diamaor coûte même plus cher que les huiles importées. Est-ce que c'est la guerre russo-ukrainienne qui, justement, nous amène à ces faits-là? C'est pour dire qu'en fait, la décision est interne, madame. Regardez le poisson que vous mangez, que nous mangeons tous, madame. Pourquoi donner des subventions à ce que j'appelle les bails amsalam internationaux pour qu'ils aillent acheter le poisson impropre à la consommation, donc propre à la consommation des animaux, pour venir nous le vendre? Alors qu'aucun d'entre eux n'a un étang piscicole dans ce pays, madame. Est-ce que c'est normal? C'est ceux qui dirigent qui doivent justement inciter nos hommes d'affaires, nos agents économiques à pouvoir créer localement ce que l'on peut créer, madame. Est-ce que, madame, je vais achever, est-ce que, madame, c'est encore la guerre russo-ukrainienne qui empêche qu'il y ait des champs de blé au Cameroun? Le président Aïdjo avait créé l'assaut de blé qu'on a tué. Parce qu'en fait, on préfère acheter de l'extérieur parce que les bakchis, les rétro-commissions, le partage des fonds publics avec le budget, c'est plus intéressant pour eux que de produire localement. Voilà les grands problèmes que nous avons. Donc c'est pour dire que la guerre russo-ukrainienne, ce n'est pas elle, madame, je sors par là, qui a empêché le Cameroun depuis 40 ans, 45 ans que le président Aïdjo a créé la Sonara, de raffiner localement notre pétrole. Ce n'est qu'en 2008-2005 que le président a décidé de construire la deuxième partie de l'usine qui manquait, c'est-à-dire qui nous permettra de raffiner localement notre pétrole lourd. Pourquoi il préfère que nous vendions à l'extérieur le pétrole lourd? Parce que les rétro-commissions, les bacs-chiches, pour acheter un pétrole léger propre à la consommation. Conséquence, dont la guerre en Ukraine survient, et il devient difficile de toucher les traders et de faire transiter le pétrole de la Russie ou le pétrole de cette zone-là, d'Europe de l'Est, pour le Cameroun. Parce qu'en fait, la France-Afrique aussi est là. La France veut absolument garder la même mise sur les pays de son giron. Voilà les grandes difficultés. C'est pour dire quoi, madame? Nos dirigeants ne sont pas prévenants. Valère Bessala, après la DSCE, nous sommes en plein dans la SND 30 et justement, les politiques de la SND 30 veulent adresser cette problématique de dépendance du Cameroun à l'importation. On parle davantage de la transformation structurelle de l'économie, on parle de la production locale, consommons ce que nous produisons, produisons ce que nous consommons. En 2022, les ménagères ont tiré le diable par la queue, mais pour acheter du macabo sur les marchés, ça se raréfie parce que les engrais coûtent de plus en plus cher. Parlons justement de la SND 30. Nous sommes rendus à sa deuxième année d'implémentation. Quel résultat à court terme, madame, moi, par rapport au panier de la ménagère? Je ne voudrais pas m'aventurer dans ce genre de choses parce que moi je trouve que c'est une perte de temps. Le DSE que vous avez évoqué, un document de stratégie pour la croissance et l'emploi, c'est des vœux pieux, c'est des roubladises politiques qui ont été proposées au président de la République par des gens en fait qui avaient des visées sur les fonds publics. Ça suppose que même avec la SND 30, vous n'êtes pas assez optimiste. Mais le DSE, vous avez fait le bilan du DSE jusqu'en 2020. Il est négatif, madame. Il est négatif. Qu'est-ce qui a été appliqué? C'est sous le DSE que vous avez engagé le septennat des grandes réalisations. Rien n'a été réalisé. Dites-moi un seul barrage que le président a annoncé et qu'il a inauguré. Lompanga, zéro. Memvele, zéro. Natigal, même la deuxième turbine qu'il fallait ajouter, zéro. Cette chose qui a Niabizang là, je ne sais plus, qui se retrouve là-bas, zéro. Hydromekin, zéro. Tout ce qu'il avait annoncé, rien du tout, madame. Nous sommes à la SND 30. Non, je vous dis donc, échec du DSE, échec de la SND 30, madame. C'est-à-dire qu'on entretient, les aînés entretiennent les Camerounais, le peuple camerounais, sur des slogans et sur des projets creux, juste pour gagner du temps sur l'agenda politique et leur permettre, entre-temps, de gruger les caisses. Quand ils ont donc tout engagé, ces grands projets-là, la conséquence, c'est quoi? C'est des scandales. L'autoroute Yaoundé-Douala n'est jamais achevée, madame. Mais on est déjà à une consommation de plus de 100% du budget initial. On est même en train de censurer qu'il ira à 1270 milliards de francs CFA. Du jamais vu dans tout le monde entier. Vous imaginez 196 km de linéaire. Donc, madame, quand vous entrez dans cette logique-là, c'est pour encore entretenir le Camerounais dans des discours creux. D'ailleurs, le président de la République ne fait que des discours depuis. Et nous, les jeunes, nous lui demandons d'appliquer justement ce que lui dit. 2023 serait davantage difficile. Les voyants sont au rouge, d'après tous les experts qu'on a interviewés. C'est déjà difficile, madame.
Les gens vont déjà dans les préfectures, dans les services des impôts acheter des timbres, et ils constatent déjà. C'est pour ça que je leur disais que allez au Qatar, allez à la Coupe du Monde, quand vous reviendrez sur terre, vous allez nous trouver avec les timbres qui a coûté ceci, et ainsi de suite. Voilà la logique. C'est déjà difficile, madame. Le problème, le Cameroun a deux problèmes aujourd'hui. C'est ce qui nous dirige. Ce qui nous dirige, le président de la République n'arrive pas à prendre la décision qu'il faut pour nous dégager, nous éloigner de la gestion publique, ces gens-là qui truandent le peuple camerounais au quotidien. La deuxième difficulté, c'est ce peuple-là qui est distrait. Il est certes mordu, mortifié dans sa chair parce que les conditions de vie qui sont rendues drastiques, et à dessein, parce qu'en fait, il faut absolument que le Camerounais vive mal pour qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Mais ce peuple-là n'arrive pas à avoir le soubresaut de conscience politique nécessaire pour pouvoir rentrer en politique par sa force, par son intelligence et sa sagesse, afin de bousculer les lignes et de faire changer les choses. Alors,